La tarte à 40 $ me semblait lourde dans mes mains alors que je restais figée dans le couloir de mes parents. À travers l'embrasure de la porte de la cuisine, j'entendais leurs rires, les rires de ma famille résonnant sur les murs comme des éclats de verre. Jordan a toujours été stupide comme ça, la voix de mon père tranche à l'air. Elle croit tout ce qu'on lui dit sans poser de questions. Je m'attendais à ce que ma mère me défende. Au lieu de cela, sa satisfaction cruelle remplit l'espace entre nous. Nous n'aimons Jordan que lorsqu'elle nous donne de l'argent. Le reste du temps, elle nous ennuie avec toute son organisation, sa planification et ses leçons sur la responsabilité. Les gloussements de ma sœur Britney suivirent, complices et perçants. Je veux toujours aller à Hawaï avec Brandon et ses parents, mais je n'ai pas l'argent. Jordan est incroyablement avide à ce sujet. Ne t'inquiète pas pour Jordan, répondit ma mère nonchalamment. Ton père et moi avons élaboré un plan pour lui soutirer de l'argent. Je dirais que mon arthrite s'aggrave et que j'ai besoin d'un traitement spécial. Tu sais comment est Jordan. Elle croira tout ce qu'on lui dira sur les questions médicales. La boîte à tarte trembla dans ma poigne alors que 33 ans de ce que je croyais être de l'amour familial s'effondraient autour de moi. À cet instant, j'ai réalisé que je n'avais jamais été une fille ou une sœur. Je n'avais jamais été qu'un distributeur automatique. Je m'appelle Jordan, et voici comment j'ai découvert le véritable coup d'être la personne responsable. Pendant des années, j'avais été la sauveuse de la famille, la fille fiable, la sœur généreuse, celle vers qui tout le monde se tournait lorsque leur vie s'effondrait. Je pensais que cela me rendait aimée. Il s'est avéré que cela me rendait simplement utile. Voici la vérité sur le fait d'être la personne qui réussit dans une famille de rêveurs et d'intrigants. Vous devenez invisible en tant que personne et hyper visible en tant que compte en banque. Mes parents, Diane et James, tous deux à la fin de la cinquantaine, n'ont jamais eu un projet qu'ils ne pouvaient pas abandonner ou une facture qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Maman travaillait à temps partiel dans un grand magasin jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle était trop fatiguée pour continuer à travailler. Papa faisait de la construction quand il en avait envie, ce qui n'était pas souvent. Il vivait d'un salaire à l'autre, quand il y avait effectivement un salaire. Puis il y avait ma sœur cadette, Britney, 28 ans, noyée dans des rêves artistiques qui ne se traduisaient jamais en argent pour le loyer. Elle travaillait dans un café tout en poursuivant son art, des peintures abstraites qui ressemblaient honnêtement à quelqu'un qui avait éternué de la peinture sur une toile. Mais elle se disait artiste, alors qui étais-je pour juger ? Le problème, c'est que ça faisait maintenant 3 ans que je leur permettais à tous de continuer ainsi. Cela a commencé assez innocemment, comme ces choses-là commencent toujours. Un appel téléphonique désespéré, une situation d'urgence, une promesse que cela n'arriverait plus jamais. Nous pourrions perdre la maison, Jordan, avait sangloté ma mère au téléphone, juste pour cette fois. Situation d'urgence. Alors je leur ai envoyé 1000 $. C'était il y a 3 ans. Depuis, je leur transférais automatiquement de l'argent chaque mois parce que c'était plus simple que de gérer les drames, le chantage affectif, les larmes. Pareil pour Britney. Son loyer était de 1200 $ par mois, plus que ce qu'elle gagnait au café. Mais je me suis dit que si je le payais, au moins elle aurait une stabilité. Peut-être qu'elle se ressaisirait. J'avais tort sur tant de choses. Le dénouement a commencé un vendredi ordinaire lorsque maman m'a invitée pour un dîner de famille mensuel. Je suis arrivée à 18 h à leur petite maison de plain-pied dans un quartier plus ancien qu'ils laissaient lentement tomber en ruine. Le porche d'entrée s'affaissait depuis 2 ans. Une autre chose que j'aurais probablement dû proposer de réparer, mais que je n'ai pas fait. En entrant, j'ai immédiatement remarqué Britney assise exceptionnellement près d'un type que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, mince, avec une de ces barbes clairsemées qui semblent encore indécises sur ce qu'elles veulent devenir en grandissant. Britney était pratiquement fondue contre lui, gloussant à tout ce qu'il lui chuchotait à l'oreille. Jordan. Britney a sursauté comme si elle m'avait attendu toute sa vie. Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. Voici Brandon, mon fiancé. J'ai cligné des yeux, fortement. Vous êtes quoi, maintenant ? Nous sommes fiancés. Britney a levé la main gauche, exhibant un diamant si petit que j'ai dû plisser les yeux pour le voir.
Il venait probablement d'un de ces magasins de bijoux en location-vente, mais elle le regardait comme si c'était le diamant Hope. Quand est-ce que c'est arrivé? Ai-je demandé, en essayant de digérer cette information. La dernière fois que nous avions parlé, Britney se plaignait d'être célibataire et que tous les bons partis étaient pris. Il y a 2 semaines, a dit Brandon, en se levant pour me serrer la main. Sa poignée de main était molle, ce qui semblait en quelque sorte approprié. Britney parle tout le temps de toi. Tu es la sœur qui a réussi, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit, qui a réussi, qui m'a donné la chair de poule, mais j'ai réussi à sourire et à dire félicitations. Nous nous sommes assis pour dîner et maman a sorti son menu habituel, du poulet sec, de la purée de pommes de terre instantanée en boîte et des haricots verts qui venaient certainement d'une conserve. Papa a demandé à Brandon ce qu'il faisait dans la vie, et Brandon a donné cette réponse préparée sur le fait d'être entre 2 opportunités, mais d'avoir de grands projets en cours. Britney continuait de le dévisager comme s'il venait d'inventer le feu. À mi-chemin du dîner, Britney a soudainement posé sa fourchette et a pris une expression sérieuse. Le genre d'expression qui précédait habituellement une demande d'argent. En fait, j'ai quelque chose d'important à demander à tout le monde, a-t-elle dit. Et je sentais pratiquement venir le coup monter. Les parents de Brandon nous ont invités à Hawaï avec eux pendant une semaine. Ils veulent mieux me connaître avant le mariage, et ils ont dit que ce serait une excellente expérience pour créer des liens. Ça a l'air sympa, dis-je prudemment, sachant déjà où cela menait. Le truc, c'est, a poursuivi Britney, ses yeux brillants d'une excitation fabriquée, que ça va coûter environ $12 000 pour nous tous, moi, Brandon et ses parents. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle l'a dit. Mes parents aussi. Brandon aussi. 4 paires d'yeux, toutes concentrées sur moi comme si j'étais une sorte de distributeur automatique sur lequel il suffisait d'appuyer sur les bons boutons. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé Britney calmement. Je ne vais pas dépenser d'argent pour ce voyage. Tu peux établir une relation avec tes futurs beaux-parents gratuitement. Organisez un événement ensemble. Promenez-vous dans le parc. Invitez-les à dîner. Il y a plein de façons de créer des liens qui ne coûtent pas $12 000. Le visage de Britney s'est immédiatement renfrogné. Jordan, c'est important pour moi. Brandon s'est penché en avant avec une expression agacée qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. C'est assez impoli, honnêtement. Britney et tes parents m'ont dit que tu les aidais toujours financièrement. C'est une grosse affaire pour notre relation. Mes parents ont tous deux hoché la tête en signe d'accord, et j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient parlé de moi à cet étranger, lui disant que je leur donnais toujours de l'argent, comme si j'étais un distributeur automatique fiable sur lequel ils pouvaient compter pour résoudre leurs problèmes. J'ai fixé Brandon un long moment, réalisant qu'il n'était pas seulement le fiancé de Britney. C'était une autre personne qui pensait que je lui devais quelque chose simplement parce que j'avais ma vie en main. Je ne vais pas gaspiller de l'argent pour des vacances, dis-je, gardant ma voix égale malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Mais je serai heureuse de te donner de l'argent quand vous vous préparerez réellement pour le mariage. Pour quelque chose qui compte. Cette conversation est terminée. Le reste du dîner fut d'une tension douloureuse. Britney n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs. Brandon n'osait même pas croiser mon regard. Maman et papa échangeaient des regards comme s'ils avaient une conversation silencieuse sur à quel point j'étais décevante. Mais je m'en fichais. J'ai fini mon dîner, aidé à débarrasser la table comme je le faisais toujours, et je suis rentrée chez moi. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je pensais que nous aurions notre période de refroidissement habituelle. Puis quelqu'un appellerait pour arranger les choses et la vie reprendrait son cours normal. J'avais tort. Plusieurs semaines se sont écoulées dans un silence complet. Pas d'appel de maman pour savoir comment j'allais. Pas de texto de Britney partageant des mèmes stupides. Rien de papa me demandant si je pouvais passer pour aider à un projet autour de la maison. J'ai l'habitude que ma famille soit dramatique et nécessiteuse, mais je n'ai pas l'habitude qu'ils m'ignorent complètement. Même quand on se dispute, quelqu'un appelle généralement dans les jours qui suivent pour recoller les morceaux. C'était différent, plus froid, plus délibéré. Alors,
Un jeudi après-midi, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement inhabituel. Débarquer à l'improviste avec une offrande de paix. J'ai acheté la tarte préférée de ma mère dans une pâtisserie chic appelée Sweet Crust juste à côté de mon bureau. Une de ces incroyables tartes aux fruits qui coûtent $40 pièce, mais c'est le genre de chose qui fait que les gens oublient qu'ils sont en colère contre vous. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec la boîte à tarte à la main, prête à m'excuser d'avoir été si sotte à propos de toute cette histoire d'Hawaï. J'avais toujours ma clé de l'époque où j'y habitais pendant mes études. Alors, je suis entrée comme je le faisais toujours. C'est à ce moment-là que je les ai entendus dans la cuisine, en train de planifier comment m'escroquer de $15 000. Quand j'ai entendu ces mots, Jordan a toujours été stupide comme ça, quelque chose s'est brisé en moi. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil de fer barbelé autour de mes poumons. Ma propre famille, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, parlant de moi comme si j'étais une proie dans une arnaque. Me déplaçant aussi silencieusement que possible, j'ai reculé vers la porte d'entrée, l'ai ouverte avec précaution et suis sortie. Je suis restée là sur le porche affaissée un moment, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Puis j'ai pris une profonde inspiration, je suis retournée à la porte et j'ai frappé. « J'arrive !» a crié maman d'une voix faussement joyeuse que je reconnaissais maintenant comme une performance artistique. La porte s'est ouverte et le visage de maman s'est illuminé comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. « Jordan, quelle merveilleuse surprise !»« Entre. Entre. » Je suis retournée dans la maison d'où je venais de m'éclipser, tenant la même tarte, regardant la même femme qui venait de dire qu'elle ne m'aimait que pour mon argent. « Regardez qui est là !» a crié maman en direction de la cuisine, et papa et Britney sont sortis, affichant tous deux d'immenses faux sourires qui me donnaient la chair de poule. « Jordan !» Britney s'est précipitée pour me serrer dans ses bras comme si nous n'avions pas passé 3 semaines sans nous parler. « Tu m'as tellement manqué. » J'ai apporté une tarte, dis-je, en tendant la boîte, m'émerveillant de la facilité avec laquelle ils entraient dans leur rôle. « Tu es un amour, a dit papa, en me tapotant l'épaule avec la même main qu'il aurait probablement utilisée pour me faire les poches. « Allons prendre un thé avec ça. » Nous nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine où ils venaient de comploter pour m'arnaquer. Maman s'affairait à préparer le thé et à couper la tarte, jacassant sur sa beauté et sur ma prévenance. J'observais attentivement leur visage maintenant, cherchant des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. La façon dont le sourire de Britney n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La façon dont papa jetait des regards à maman comme s'il partageait une blague privée. La façon dont la voix de maman devenait un peu trop aiguë et douce quand elle était fausse. Avait-il toujours été comme ça? Avais-je simplement été trop aveugle, trop désespérée d'être aimée pour le voir? Maman s'est assise avec sa propre part de tarte et a soudainement grimacé de façon spectaculaire, posant sa main sur le bas de son dos. « Oh, cette arthrite me fait vraiment mal ces derniers temps, » dit-elle, sa voix prenant une qualité de douleur que je réalisais maintenant être complètement fabriquée. Ça a tellement empiré ces dernières semaines. Je commence à m'inquiéter, honnêtement. H.M., dis-je, en buvant une gorgée de thé et en essayant de garder ma voix neutre. La douleur est constante maintenant, continua maman, s'échauffant vraiment pour sa performance. Je peux à peine dormir la nuit. Et mes mains, elles sont si raides le matin. J'ai du mal à faire le café. Elle leva les mains et fléchit les doigts comme si elle démontrait une sorte de handicap. Britney et papa firent des bruits de sympathie, pile au bon moment. Ça a l'air dur, dis-je en regardant ma montre. Je pense que je vais peut-être devoir voir un spécialiste, dit maman, observant attentivement mon visage pour tout signe que je mordais à l'hameçon. Tu sais, obtenir un vrai traitement pour ça avant que ça n'empire. J'ai hoché la tête et me suis levée. En fait, je viens de me souvenir que j'ai une réunion à laquelle je dois retourner. Urgence de travail. Le visage de maman s'est déjà décomposé. Tu viens d'arriver. Désolé, dis-je, en embrassant la joue de maman et en goûtant le mensonge sur sa peau. Merci pour le thé. J'ai serré Britney et papa dans mes bras,
j'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'à ma voiture sur des jambes qui semblaient sur le point de lâcher à tout moment. En rentrant chez moi, je pouvais les voir par la fenêtre de la cuisine, se demandant probablement pourquoi leur petite performance n'avait pas fonctionné. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai fermé la porte à double tour, je me suis assise sur mon canapé et je me suis enfin laissé ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. 27 600 $. C'est combien je leur envoyais chaque année. À des gens qui me trouvaient stupide, à des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile. Mais alors que la douleur s'installait dans ma poitrine, elle s'est transformée en autre chose, quelque chose de plus froid et de plus concentré. Ils voulaient jouer à des jeux avec moi. Très bien, je pouvais aussi jouer à des jeux. Au cours des jours suivants, j'ai agi comme si rien n'avait changé. Quand maman m'a envoyé un texto pour me demander comment j'allais, j'ai répondu que tout allait bien. Quand elle a commencé à se plaindre de son arthrite, j'ai renvoyé des réponses sympathiques comme « Oh, non. Ça a l'air terrible et j'espère que tu te sentiras mieux bientôt. » Mais je n'ai pas offert d'argent. J'ai juste fait l'idiote, ce qui n'était apparemment pas un grand effort selon eux. Les textos de maman sont devenus de plus en plus évidents au fil des jours. D'abord, c'était des plaintes générales sur la douleur. Puis elle a commencé à mentionner des symptômes spécifiques. Puis elle a commencé à parler de visites chez le médecin qui n'avaient probablement jamais eu lieu. Le médecin dit que mon arthrite s'aggrave vraiment, a-t-elle texté un soir. Il craint des dommages permanents si je ne reçois pas un traitement approprié bientôt. C'est terrible, ai-je répondu. J'espère que tu pourras trouver un bon plan de traitement. Ces spécialistes sont si chers, cependant, a-t-elle répondu. L'assurance ne couvre pas tout. C'est frustrant, ai-je répondu, en laissant la conversation là. Je pouvais presque sentir sa confusion à travers le téléphone. D'habitude, à ce stade, j'aurais demandé de combien elle avait besoin et proposé de l'aider. Au lieu de cela, j'agissais comme si je ne comprenais pas ce qu'elle insinuait, ce qui la rendait folle. Cela a duré 3 semaines. Les messages de maman sont devenus plus désespérés et moins subtils. Elle a commencé à m'envoyer des articles sur les traitements de l'arthrite. Elle m'a parlé d'un centre médical spécial qui se spécialiserait dans son état exact. Elle a même inventé une histoire sur son ami qui était allé au même endroit et avait eu des résultats incroyables. Finalement, maman m'a appelé un mercredi soir. J'étais assise sur mon canapé en train de manger à emporter et de regarder Netflix quand mon téléphone a sonné. « Jordan, chérie, nous devons parler », a dit maman d'une voix sérieuse. « Peux-tu venir dîner ce week-end ? Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter à propos de ma santé. » J'ai souri pour moi-même. C'était ça. Le grand moment qu'il préparait depuis des semaines. Bien sûr, maman. Je serai là samedi. Samedi est arrivé et je me suis présentée pile à l'heure, prête pour la performance de ma vie. Britney et Brandon étaient déjà là, assis sur le canapé, l'air sérieux et concerné. Maman se déplaçait lentement, faisant tout un spectacle de la douleur de ses articulations. Papa n'arrêtait pas de lui demander si elle avait besoin d'aide pour tout. Jordan. Britney a sursauté pour me serrer dans ses bras. Je suis si contente que tu sois là. Nous avons tous été si inquiets pour maman. Elle a eu des douleurs constantes, a ajouté Brandon, ce qui m'a semblé bizarre puisqu'il connaissait à peine ma mère. Mais apparemment, il était maintenant pleinement engagé dans cette arnaque familiale. Nous nous sommes assis pour dîner et la performance a commencé pour de bon. Papa a commencé à parler de ma réussite et de la fierté qu'ils avaient de moi. Britney m'a appelée la meilleure sœur du monde et n'arrêtait pas de dire à quel point elle avait de la chance de m'avoir dans sa vie. Maman me souriait toutes les quelques minutes et me disait à quel point elle m'aimait. C'était comme regarder une très mauvaise production de théâtre amateur où tous les acteurs surjouaient. Tu sais, Jordan, a dit papa en découpant le rôti, tu as toujours été l'intelligente de cette famille, la responsable. Nous sommes si reconnaissants d'avoir quelqu'un comme toi sur qui nous pouvons compter. Britney a hoché la tête avec enthousiasme. Sérieusement, Jordan, tu es incroyable. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Brandon a même ajouté, Britney m'a tant parlé de ta générosité et de ta bienveillance.
C'est vraiment inspirant. J'ai juste souri et mangé mon dîner, attendant que le vrai spectacle commence. Finalement, alors que maman débarrassait les assiettes à dessert, elle s'est assise avec cette expression peinée sur son visage. Je déteste aborder ce sujet pendant un si bon dîner, dit-elle, sa voix tremblant d'une fausse émotion, mais j'ai vraiment besoin de vous parler de ma situation de santé. Tout le monde s'est tu et s'est tourné pour la regarder avec des visages inquiets dignes d'un feuilleton. Le médecin a fait d'autres tests la semaine dernière, a poursuivi maman, et il dit que je dois commencer le traitement tout de suite. Il y a ce centre de rééducation spécialisé qui traite spécifiquement les cas d'arthrite sévère comme le mien. Elle a fait une pause dramatique comme si elle essayait de ne pas pleurer. Le problème, c'est que ça va coûter 15 000 $. L'assurance en couvrira une partie, mais pas assez. Et si je n'obtiens pas ce traitement bientôt, le médecin dit que je pourrais finir en fauteuil roulant. Britney a haleté. Maman, c'est horrible. J'aimerais avoir ce genre d'argent, a dit Britney, en regardant autour de la table avec une expression d'impuissance, mais avec mon salaire de café. Brandon a secoué la tête tristement. J'aiderais si je le pouvais, mais je suis toujours entre deux emplois. Papa a soupiré lourdement. Nous avons essayé de trouver comment faire, mais nous n'avons tout simplement pas 15 000 $ de côté. Puis ils se sont tous tournés pour me regarder, le moment phare qu'ils planifiaient depuis des semaines. J'ai regardé chacun de leurs visages. Maman avec son expression faussement inquiète, papa hochant la tête sérieusement, Britney se mordant la lèvre comme si elle essayait de ne pas pleurer, et Brandon assis là comme s'il se souciait réellement de la condition médicale fictive de ma mère. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Pas un petit rire, un rire à gorge déployée, à perdre le souffle, les larmes coulant sur mon visage. Ils m'ont tous regardé comme si j'avais perdu la tête. Jordan, dit Britney d'un ton incertain. Qu'est-ce qui est drôle? Il s'agit de la santé de maman. J'ai essuyé mes yeux et j'ai regardé leurs visages confus autour de la table. Je suis au courant de votre complot, dis-je calmement. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette cuisine. Maman a ri nerveusement. Complot? Chérie, je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais, dis-je en me levant de table. Je vous ai tous entendu en parler il y a 3 semaines quand je suis venue avec la tarte. Comment vous alliez faire semblant que maman était malade pour me soutirer 15 000 $? De l'argent que vous prévoyez de donner à Britney pour son voyage à Hawaï. Brittany est devenue blême. La bouche de Brandon s'est ouverte. Papa avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. J'ai entendu chaque mot, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Sur le fait que je suis stupide et crédule. Sur le fait que vous ne m'aimez que lorsque je vous donne de l'argent. Sur le fait que je vous ennuie le reste du temps. Le visage de maman était devenu complètement blanc. Jordan, je peux expliquer. Pas besoin d'expliquer, dis-je, sentant un poids se soulever de mes épaules que je ne savais même pas que je portais. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je les ai regardés tous une dernière fois. Ces personnes qui partageaient mon sang, mais qui ne m'avaient jamais vraiment vu comme autre chose qu'un chèque de paie. J'en ai fini avec vous tous, dis-je doucement. Plus d'argent, plus d'aide. Plus de dîner de famille. À partir de maintenant, je coupe tout contact. Britney a retrouvé sa voix la première. Jordan, tu ne peux pas nous faire ça. Regarde-moi faire, dis-je en me dirigeant vers la porte pendant qu'ils se mettaient tous à parler en même temps, criant des protestations et des excuses. Mais je ne me suis pas arrêtée pour écouter. J'en avais enfin fini d'être leur distributeur automatique. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis immédiatement allée en ligne pour annuler tous les paiements automatiques. Les 1 000 $ mensuels à mes parents, annulés. Le loyer de 1 200 $ de Britney, annulé. Il a fallu environ 10 minutes pour défaire 3 ans de soutien financier et c'était absolument incroyable. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie fini. Maman, papa, Britney, ils m'appelaient tous l'un après l'autre. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Puis les textos ont commencé à affluer.
Des messages de colère, du chantage affectif, des supplications désespérées. Britney a écrit tout un paragraphe sur le fait que j'étais cruelle et égoïste. Papa a envoyé un court message me traitant d'ingrate. Maman a écrit un long texte sur à quel point elle était blessée et comment j'avais tout mal compris. J'ai supprimé chaque message sans les lire complètement. Vers 22h ce soir-là, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Sans réfléchir, j'ai décroché. Jordan, Dieu merci. C'était Britney qui appelait du téléphone de Brandon. Tu dois m'écouter. Non, je ne dois pas, dis-je. Tu es cruel et égoïste. A crié Britney. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Regarde-moi faire, dis-je et j'ai raccroché. J'ai immédiatement bloqué le numéro de Brandon, puis j'ai parcouru mes contacts et bloqué maman, papa et Britney aussi. S'ils voulaient me joindre, ils pouvaient envoyer une lettre. La semaine suivante fut d'un calme bien heureux. Pas d'appel, pas de texto, pas d'urgence financière fabriquée. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je regardais Netflix et je me suis vraiment détendue pour la première fois depuis des années. Mais ensuite, ils se sont présentés à mon appartement. C'était un mardi soir vers 19h quand j'ai entendu des coups forts sur ma porte. Pas des coups normaux, des coups forts et exigeants. Jordan, on sait que tu es là. La voix de Britney a traversé la porte. Ouvre. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les trois dans le couloir, l'air furieux. Nous devons parler. A crié papa. Jordan, s'il te plaît, a ajouté maman, c'est ridicule. Ils ont continué à frapper et à crier pendant environ 5 minutes. Mes voisins commençaient probablement à être agacés, mais je n'allais pas récompenser ce comportement en ouvrant la porte. Finalement, j'ai crié, si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Tu n'oserais pas. A hurlé Britney en retour. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911, puis je l'ai tenu contre la porte pour qu'il puisse m'entendre parler au répartiteur. Oui, j'ai besoin que quelqu'un vienne expulser des intrus de mon immeuble. Les coups ont cessé immédiatement. Je les ai entendus chuchoter avec colère dans le couloir, puis des bruits de pas s'éloignant. Après ça, ils m'ont laissé tranquille, complètement tranquille. Des mois ont passé. Au début, je m'attendais à ce que l'un d'eux se présente ou trouve un moyen de contourner les blocages que j'avais mis sur leur numéro, mais ils ne l'ont pas fait. C'était comme s'ils avaient enfin compris que j'étais sérieuse au sujet de les couper de ma vie. Par l'intermédiaire de ma cousine Stéphanie, qui parlait encore occasionnellement à mes parents, j'ai eu des bribes de ce qui leur arrivait. Maman et papa ont dû retourner travailler à plein temps pour payer leurs factures. Papa a pris plus de chantiers de construction, et maman a trouvé un travail dans une épicerie. Ils luttaient, mais ils s'en sortaient. Britney avait emménagé avec Brandon, mais apparemment ça ne se passait pas bien. Stéphanie m'a dit qu'ils se disputaient constamment parce que Brandon était mécontent que Britney ne puisse pas beaucoup contribuer à leurs frais de subsistance. Son travail au café couvrait à peine sa propre nourriture et son transport, sans parler d'aider pour le loyer. Je me suis senti un tout petit peu mal quand j'ai entendu ça, mais pas assez pour changer d'avis. Britney avait 28 ans. Il était temps qu'elle apprenne à prendre soin d'elle-même. Est-ce que quelqu'un a parlé de moi? Ai-je demandé à Stéphanie lors d'une de nos conversations. Il parle de toi parfois, a dit Stéphanie prudemment. Ta mère dit que tu lui manques, mais surtout il semble en colère. Tant mieux, ai-je pensé. Qu'il soit en colère. Ce qui était drôle, c'est qu'il ne me manquait pas du tout. Je pensais que ce serait le cas, surtout pendant les vacances et les anniversaires. Mais quand mon anniversaire est arrivé en novembre, c'était en fait agréable de ne pas recevoir d'appels de gens qui n'étaient gentils que parce qu'ils voulaient quelque chose de moi. J'avais plus d'argent sur mon compte d'épargne que je n'en avais eu depuis des années. Sans ces 2300 $ mensuels allant à ma famille, j'ai pu rembourser ma voiture plus tôt et commencer à épargner pour un acompte sur une maison. Je me suis fait de nouveaux amis au travail. J'ai commencé à sortir avec un gars nommé Carter qui travaillait au service informatique. J'ai pris des vacances en Italie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais pu me permettre quand je subvenais aux besoins de 3 autres adultes.
Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même au lieu de nettoyer les dégâts des autres. Stéphanie m'a rappelé vers Noël. Ta famille traverse une période difficile, dit-elle. Tes parents travaillent tellement qu'ils sont tout le temps épuisés. Et Britney et Brandon ont rompu la semaine dernière. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûre que cela m'importe vraiment. Brandon en a eu marre de l'entretenir, a dit Stéphanie. Il lui a dit qu'elle devait grandir et trouver un vrai travail ou trouver quelqu'un d'autre pour prendre soin d'elle. Elle est retournée vivre chez tes parents. Donc Britney était de retour à la case départ, sauf que maintenant mes parents ne pouvaient pas se permettre de la soutenir car ils avaient à peine la tête hors de l'eau. Ils n'arrêtent pas de parler de te recontacter, a dit Stéphanie. Surtout maintenant que c'est les vacances. J'espère qu'ils ne le feront pas, dis-je honnêtement. Est-ce que tu leur pardonneras un jour? J'y ai réfléchi une minute. Peut-être un jour, dis-je, mais pas avant qu'ils apprennent à prendre soin d'eux-mêmes. Et pas avant qu'ils s'excusent de m'avoir traité comme un distributeur automatique pendant toutes ces années. Et s'ils ne le font jamais? J'ai haussé les épaules, même si Stéphanie ne pouvait pas me voir. Alors je suppose que je suis mieux sans eux. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. J'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont celles qui mettent le plus de conditions à cet amour. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. C'est trouver des gens qui vous voient comme plus que ce que vous pouvez faire pour eux. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous aiment que lorsque vous êtes utile. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur au-delà de ce que les autres attendent de vous. Rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à qui vous êtes.